Alors bonjour, je suis là pour vous parler du détournement de l'unité constructive comme mécanisme de fabrication du projet, dans le sens où souvent l'application du matériau et la mise en œuvre est quelque chose que l'on pense qui est relégué à la fin d'un processus qui démarre par une idée et qui continue par une conception, et qu'en fait on traitera le matériau à la toute fin. Mais la pensée sur cette unité constructive et la mise en œuvre peut être à l'origine d'une pensée de projet. Alors, pour démarrer, je vous propose de lire ensemble cette citation d'un livre d'Adorn qui dit que chaque œuvre réussie redonne au matériau qu'elle a employé la fraîcheur de la nouveauté. Le secret de la composition réside dans ce pouvoir de transformer le matériau dans le sens d'une adéquation croissante. Et donc, Adorn dirait que toutes les œuvres réussies donnent au matériau un regard nouveau. Alors, peut-être pas toutes, mais en tout cas, j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur celles qui le font. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est vraiment cette question de composition qui nous permet de transformer le matériau et de le regarder autrement. Et aussi le fait que cette citation est sortie d'un livre non pas d'architecture, mais qui traite de la composition musicale. Et donc, on peut avoir des matériaux non seulement de construction, mais des matériaux sonores. Alors, pour continuer, aussi une phrase de Cyril Simonet qui me paraît très importante, c'est qu'un matériau en architecture ne se conçoit pas sans sa mise en situation constructive. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? C'est qu'en fait, l'homme est un animal technologique et la technologie, si on regarde un peu l'histoire des sciences, n'est rien d'autre que des dispositifs que l'homme a inventés au fur et à mesure pour découpler sa force et pour arriver à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avec sa main. Donc, la technologie devient de plus en plus sophistiquée, il nous permet de faire des choses de plus en plus compliquées et chaque nouvelle technologie s'appuie sur toutes les avancées qui sont précédentes. Donc tout cela est merveilleux parce que ça nous permet de nous faciliter la vie, d'aller plus loin, de transformer le milieu, quoique parfois on peut se poser la question si c'est quelque chose de positif, mais en tout état de cause, cette aventure technologique entamée depuis l'âge de pierre façonne énormément la manière dont on voit le monde, jusqu'à l'extrême où notre rapport au réel est complètement biaisé par tous les artifices construits par l'homme. Avant de commencer à aborder le sujet du détournement, j'aimerais aussi commencer à détacher le matériau de sa mise en œuvre pour dire qu'il n'est pas très facile de détourner un matériau parce qu'il a des propriétés chimiques et physiques qui sont difficiles de modifier, mais il est par contre beaucoup plus simple de détourner une unité constructive qui est en fait l'élément que l'architecte a tendance à manipuler plutôt que l'élément en lui-même. Pour parler de détournement, il me semble important de parler de Marcel Duchamp, parce que Duchamp, il prend un produit industriel, un urinoir standard, répété par des milliers. Il fait rien d'autre que le pivoter et dire qu'il s'agit d'une fontaine. Donc en fait, en faisant cela, Marcel Duchamp transcende complètement l'existence de l'urinoir pour le convertir en fontaine. Et il transcende pas seulement l'existence de cet urinoir en particulier, mais il transforme aussi la conception de l'art en lui-même. C'est-à-dire que depuis Duchamp, l'artiste n'est pas celui qui fabrique, ou pas seulement en tout cas, mais celui qui est capable d'énoncer et de transformer la manière dont on regarde le monde. Alors, j'ai choisi pour l'intervention d'aujourd'hui d'évoquer cette énonciation, cette manière de regarder le monde par la manière dont on manipule certaines unités constructives avec des cas très différents. Vous le verrez, Renzo Piano est assez particulier dans cette série-là. Alors, j'ai voulu commencer par celle-ci parce que elle est assez particulière. Renzo Piano prend un matériau millénaire qui est associé à l'architecture depuis la nuit des temps, avec des poses qui nous parlent toujours de pesanteur, d'éléments lourds et posés au sol, et il vient le suspendre. En faisant cela, il le fait intégrer un système qui est industriel, et donc on est en train de quitter le monde
le monde de la brique qui est pensé, et c'est un produit technologique pensé pour être manutentionné. D'ailleurs, les briques ont la taille de la main de l'homme pour pouvoir les poser les unes sur les autres. Et il le convertit au monde de l'industrie. D'ailleurs, on peut voir sur cette photo d'un panneau on a eu la chance de trouver un panneau qui était cassé. On voit comment la brique, elle est sertie dans une tige métallique. Elle est insérée avec un écarteur en plastique, elle est dans un cadre. Donc, il y a tout un système assez sophistiqué qui se met en œuvre, qui évidemment a fait l'objet d'innovation et de travail, des essais, de pose de brevets, notamment par exemple sur ce joint écarteur par l'équipe de Paul Vincent, qui était directeur de projet chez Renzo Piano, Philippe Mallet, Laurent Guiraud aussi. Et donc, on voit que passer de manutentionner à l'industrialiser nous fait passer aussi de la tolérance de l'œil à la précision millimétrique de la machine. Et donc, Renzo Piano, qui a un regard particulier sur la technique, en particulier par toute son histoire, il a travaillé dans l'entreprise de construction familiale en mettant au point des systèmes de préfabrication avant de fonder son agence d'architecture proprement dite. Et donc qui a fondé, enfin qui est parmi les architectes qui ont fondé le high-tech à partir de la construction du Pompidou. Piano croit vraiment que cette technologie qu'il propose, elle est plus précise, plus efficace, plus avancée, et donc par conséquent esthétiquement c'est supérieur. Il est vraiment dans une création de langage associé à cette technicité, mais il est aussi dans une invention, plutôt qu'un détournement. Cette manière de détourner qu'il a, c'est une manière qui est technologiquement viable, donc parce qu'elle a été testée et approuvée, et aussi économiquement viable dans un contexte donné, et donc elle devient à son tour un nouveau standard. Donc ce système-là, il a été appliqué dans de nombreux projets, comme son propre campus à Lyon aussi, ou le palais de justice à Toulouse, ou des projets de Panac et Gonzalez en région parisienne. Bref, c'est un nouveau standard. Et ce nouveau standard peut à son tour être détourné. Alors, c'est ce que nous ont proposé les producteurs de produits en terre cuite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut sertir une brique creuse avec des trous, on peut aussi évidemment sertir d'autres profilés extrudés que vous voyez ici sur la table avec des géométries très différentes et nous proposer encore d'autres lectures de ce matériau millénaire. Et donc par exemple, en contreposition avec cette brique qui est cadrée, dont on voit l'unité, donc on lit la tectonique très clairement dans le projet de Renzo Piano, les deux lignes qui font référence à ça en partie supérieure, on contrapose le produit extrudé que vous voyez de MBK Terracotta, où la rugosité de l'extrusion plus une sorte d'emboîtement qu'on peut voir dans le schéma permet de cacher la jonction entre panneaux, et on passe de la lecture tectonique des éléments en type parallélépipédique à une lecture dans un ruban continu, comme c'est le cas dans ce projet ici, que vous voyez, qui se situe à Clichy-Batignolles. Ce détournement, ce système peut aussi être détourné d'une autre manière, comme c'est le cas du projet Shipyard de Kengo Kuma. Ici, on est dans un sertissage de la brique, certes, mais dans une dentelle où l'élément métallique prend force et l'élément de brique n'est qu'un élément de remplissage occasionnel pour le coup. Donc, qui fabrique une plastique tout autre. Pour parler de ces détournements, il me semble indispensable de parler d'Herzog et de Meuron, qui ont fait du couple forme simple ou forme forte, théorisée par Steinman et Lucan, versus expressivité matérielle de la paroi. Ils ont fait une formule qui est la marque de fabrique d'un grand nombre des projets qu'ils ont réalisés tout au long de leur carrière. Et en fait, j'ai intitulé Les matériaux de la rue parce que Herzog et de Meuron eux-mêmes nous disent que ce qu'ils cherchent à faire, c'est de nous donner à voir autrement les matériaux qu'on côtoie tous les jours en ville. Donc, ils disent, à l'entretien de croquis, ils disent que c'est la méthodologie phénoménologique qu'ils ont appliquée. Le regard est critique, mais aussi naïf. Et donc, c'est une façon de découvrir les choses qu'on côtoie tous les jours dans une ville sans les voir. Et donc, le matériau banal qu'on rencontre en ville devient sophistiqué sous les mains
d'Herzog de Meuron. Et le premier bâtiment où ils ont opéré de la sorte, c'est l'entrepôt Ricola à Laufen, qui a une présence assez forte. On a l'impression de faire face à un temple grec, un bâtiment qui aurait toujours été là. On n'a pas du tout l'impression d'avoir affaire à un entrepôt banal industriel. Et donc, c'est cette force, cette présence, il attire de la manière dont ils ont travaillé un matériau qui n'est pas du tout un matériau luxueux. C'est le panneau en fibrociment ou le panneau éternite que vous connaissez. Donc, pour mémoire, je vous ai mis une photo d'une réalisation plus conventionnelle, même si évidemment soignée aussi, mais plus conventionnelle à gauche, hein, pour que vous ayez en tête à quel type de matériau on a affaire. Parce qu'en voyant les photos de l'entrepôt, on ne peut pas du tout associer cela à un panneau éternite. Donc, comment ils font, comment ils opèrent cette transformation? Ils travaillent sur la volumétrie et ils effacent la notion de ce panneau en l'enclinant, en le découpant et en proposant une corniche, en mettant en place des systèmes en porte-à-faux qui le soutiennent et qu'on laisse voir. Hein. On est vraiment en train de penser un système constructif qui est mis en valeur. Et donc, c'est cette pensée constructive qui est détachée et qui nous permet de faire abstraction d'un matériau associé à quelque chose de pas cher et pas très intéressant. Hein. Donc, vraiment, on réussit à transformer cette matière en autre chose. Deuxième projet avec Herzog de Meuron, la Dominus Winery. C'est encore aussi un projet dans lequel cette plasticité, cette manière de travailler l'enveloppe matérielle déteint sur la plasticité ou la volumétrie d'ensemble, parce que justement pour travailler cette peau, ils ont pris le parti, encore une fois, d'une volumétrie extrêmement simple. Le matériau ou l'unité constructive plutôt qui est détournée cette fois-ci, c'est le mur à gabion, qui est un produit infrastructurel en fait, qui sert de mur-poids, qui est employé à partir de la moitié du XXe siècle. Et donc là où c'est un mur qui est normalement fait pour résister, Herzog de Meuron le convertissent en un filtre. Et donc comment ils opèrent? C'est très très simple. Ils prennent le mur, ils le détachent de son fond et ça y est, on crée un filtre. Alors, ce filtre a des propriétés lumineuses, des propriétés sensuelles. Il est à la fois lourd, mais aussi léger, et a une sorte d'irrégularité liée à la taille de cette pierre. Mais Herzog de Meuron le travaille en finesse, c'est-à-dire qu'ils sont très conscients que la taille des pierres qu'ils vont mettre dans les gabions va complètement conditionner la porosité. C'est-à-dire que dès qu'ils mettent des pierres beaucoup plus petites, ils sont dans un système beaucoup moins transparent. Et dès qu'ils mettent des pierres plus grandes, on va avoir une plus grande transparence. Raphaël Moneo dit de ce projet qu'en fait, Herzog de Meuron vont jusqu'à l'invention du matériau en lui-même. Et c'est vrai que ce matériau, depuis cette réalisation-là, est rentré dans le domaine de l'architecture. Dernier projet d'Herzog de Meuron, et là on retrouve la brique creuse pour Herzog de Meuron. C'est le deuxième projet qu'ils ont fait au campus Vitra, donc le bâtiment Chaux de Pau de 2016. On est encore une fois dans une forme archétypale extrêmement simple et tout l'accent architectural est mis sur le traitement de cette peau. Ici, sous les mains d'Herzog de Meuron, la brique n'est pas un élément de construction millénaire associé à une mise en œuvre particulière. Elle devient plutôt une rugosité abstraite. Hein. Comment ils opèrent cette rugosité? C'est d'une manière très très simple. Ils viennent juste couper une brique à l'endroit où il y a les creux. Et donc, évidemment, ils le font aussi à l'angle, c'est-à-dire qu'on ne va jamais laisser la possibilité de voir une tranche brillante ou une tranche finie de la brique, mais qu'on va être toujours face à cette rugosité. C'est qu'en cassant, on obtient une cassure qui n'est pas tout le temps la même, et donc elle crée vraiment la richesse de cette paroi. Il renforce aussi cette abstraction rugueuse par un socle qui est constitué de la même brique sans la casser. Donc le socle, il est lisse et puis le bâtiment émerge avec la force de la rugosité. Ici, la sophistication s'opère à partir d'une mise en œuvre très soignée, ne permettant de voir rien d'autre que cette rugosité. Et donc, si on regarde ensemble les photos, vous verrez qu'il n'y a que le linteau de la porte. Il
Il n'y a rien dans les arêtes, rien dans les angles. Linteau de la porte, descendo pluvial, toiture en tôle métallique qui se détache, tout en tôle métallique. Hein. Ils sont très attentionneux aux éléments qui vont venir toucher cette rugosité abstraite. Et voilà, le tour de magie est joué. On n'est pas face à un mur maçonné, on n'est pas face à une architecture banale, conventionnelle. On est face presque, je dirais, à un tapis. Hein. On est vraiment dans le paradigme du tissu saint-périen, hein, dans sa plus grande expression. Voilà ici l'image des deux lectures extrêmement différentes, extrêmement codifiées, tectoniques, mise en valeur de la technique pour Renzo Piano, ordre et précision millimétrique, et une sorte de rugosité abstraite pour Herzog. Et ici, dans cette diaporama, j'ai voulu vous mettre les 4 types de détournement de l'unité constructive brique. La 5e, c'est un peu différent parce que ce n'est pas la même unité constructive. C'est le même matériau, c'est la terre cuite, mais l'unité constructive en est une autre parce que c'est un profilé extrudé. Mais les 4 premières, on peut passer une lecture complètement stéréotomique en lien avec une continuité de masse à une lecture tectonique associée à l'ordre des panneaux. Hein. Vous voyez aussi que le changement, on n'est plus dans l'appareillage, on est dans l'empilement de briques. On ne lit pas du tout la même chose. Le 3e aussi, on est aussi encore dans une lecture tectonique, mais évidée cette fois-ci, cet aspect de dentelle, et puis le tissu saint-périen d'Herzog et de Meuron en 4e. Pour parler de détournement, je voulais aussi vous parler de le verre et la masse, ce que nous propose Carles Ferrate à Barcelone, qui est effectivement de changer quelque chose qui est associé dans l'inconscient de tous les architectes comme quelque chose de léger et faire devenir le verre quelque chose d'extrêmement massif, d'extrêmement lourd. Comment ils le font? Et Carles Ferrate prend des plaques en verre d'une épaisseur d'1 centimètre et il vient les découper avec des lanières de 20 à 30 cm qu'on fait pivoter et on les met toutes les unes à côté des autres. Et donc, on va constituer une paroi de plein d'éléments vitrés différents, accolés, mais chacun d'une grande profondeur de 20 à 30 cm. Et donc, on est vraiment dans une masse qui est réelle, ce n'est pas juste un effet d'optique, mais on est vraiment face à un bâtiment très, très massif, extrêmement lourd. Alors, cette disposition a un deuxième effet qui est assez intéressant en termes d'optique. Donc, vous connaissez que le schéma de réfraction et de diffraction optique, c'est-à-dire qu'on a une image qui traverse, ou un rayon de lumière qui traverse une surface vitrée fine, il n'est pas distorsionné parce qu'on a un angle de réflexion qui change, mais cet angle, il se récupère dans la deuxième interface. C'est-à-dire on traverse 2 interfaces, R vers, puis vers R, et ça se corrige. Lorsqu'au contraire, on va mettre le vitrage sur la tranche, on peut être dans un système qui reproduit l'image telle qu'elle, si on arrive à la traverser, mais dès qu'on est un peu loin ou avec un peu de biais, on risque de faire traverser le rayon, pas sur la tranche finale qu'on va voir, mais sur le côté. Et cet effet, lorsqu'on a affaire à un empilement de plusieurs verres côte à côte, peut nous déformer complètement la vision des choses. Donc, sur ces photos que j'ai prises à la Rocca Gallery, on voit que si on se met perpendiculairement et très près, on arrive à voir quelque chose. C'est-à-dire que l'image est saccadée toujours par ces frontières vert-vert, mais on la voit, on voit ce qui se passe derrière. Alors, dès qu'on s'éloigne un petit peu et on est dans une lecture conique de ce qui se passe, on va avoir l'effet de distorsion qui rentre en jeu, c'est-à-dire qu'on a la réfraction des éléments qui sont un peu loin dans cette conique focale qui est la nôtre, et en plus une répétition, un reflet de ces éléments. C'est ce qu'on voit avec les 2 piétons qui s'apprêtent à traverser, qui sont relativement bien, qu'on les voit relativement bien, mais qui sont distorsionnés à droite. Mais par contre, ce qui se passe derrière le passage piéton au fond à droite, on ne distingue plus si c'est des gens, des voitures, des motos, parce qu'on est vraiment dans une distorsion totale de l'image. Et donc, cela produit un effet très perturbateur lorsqu'on est à l'intérieur, parce qu'on sent bien la présence de l'urbain, mais on se sent très, très loin. On est dans un univers assez onirique, assez distorsionné, assez déconnecté en fait, de ce qui peut se passer à l'extérieur. Puis évidemment, quand on regarde, pas perpendiculairement, mais de biais,
l'image, elle est complètement perdue et on est fait face à quelque chose qui n'a aucune transparence, mais on est plutôt dans le domaine du translucide. Un autre effet de ce détournement, c'est qu'il broie les pistes par rapport à la manière dont on est habitué à voir un mur rideau. Donc à gauche, je vous ai proposé un schéma d'un mur rideau avec des tailles de panneaux bien codifiées qu'on est habitué à voir, et donc on commence à connaître et assimiler avec des systèmes d'attache qui peuvent être des verres agrafés, ou ça pourrait être des menuiseries ou autres. Mais chez Ferrater, comme on est sur la tranche, sur une épaisseur de 20 cm, on a une inertie qui est plus forte, donc moins besoin de raidir les panneaux. Les panneaux peuvent devenir plus grands et on a moins besoin d'attache. Donc là où on avait une tectonique précise associée au mur rideau, à la technologie du mur rideau, on a ici un changement de repère tectonique et donc presque un effacement de la tectonique parce qu'on ne la voit pas, ou on ne la voit pas de la manière dont on est habitué à la voir. C'est vraiment la contreposition entre ces deux types de projets, à gauche pour les repères plus traditionnels et à droite pour ce détournement, d'effacement de la tectonique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être fait de plusieurs manières. Stephen Hall ne le fait pas avec du verre massif. Stephen Hall le fait avec du verre en U ou profilite. Donc, c'est les ailes de ce U qui donnent de l'inertie et qui nous permettent, un peu de la même manière qu'à la Rocca Gallery, d'éviter un grand nombre d'éléments raidisseurs de cette paroi. Puis un dernier, ce qui est particulier, c'est que le verre, on l'associe comme quelque chose qui laisse passer la lumière. Donc, on va travailler sur sa mise en lumière la nuit. Mais on n'est jamais sur un matériau qui est luminescent parce qu'on est sur des faibles épaisseurs et on a du mal à l'éclairer dans la tranche. Donc là, un travail d'éclairage sur la tranche d'un de mes étudiants en 2018 qui nous permet de voir que lorsqu'on va éclairer le verre dans la tranche, la lumière va se diffracter tout au long de la paroi et donc on va avoir un matériau qui devient luminescent. C'est ce qui se passe dans le Rocca Gallery et c'est très particulier et très différent de ce qu'on pouvait voir sur le bâtiment de Stephen Hall tout à l'heure, par exemple. Pour terminer sur cette capacité de détourner, de nous étonner en travaillant l'unité constructive autrement, j'aimerais vous parler du continuum air-bois qui nous propose Peter Zumthor et Kengo Kuma, qui ont des points communs, mais aussi beaucoup de points divergents. Et donc, c'est qu'en fait, la construction bois est une construction, et encore une fois, parler de la tradition constructive bois comme un seul élément générique, c'est quelque chose de complètement faux. On en est conscient, une tradition constructive n'est pas unique, elle est plurielle. Il y a plein de traditions constructives, mais globalement, les traditions constructives en bois sont des constructions hiérarchisées, où il y a des éléments plus importants qui ont un rôle primaire, puis des éléments plus faibles qui ont un rôle secondaire, tertiaire, puis quatrième ordre, cinquième ordre. Même la construction vallon frame, où la plupart des profilés en façade ont une taille semblable, il y a aussi une notion de hiérarchie entre ce qui se passe entre les éléments qui retiennent les planchers, les éléments qui sont verticaux, et puis les éléments qui viennent couvrir ou apporter le revêtement. Bref, ici, nous sommes dans une charpente traditionnelle et j'ai marqué en orange l'élément du chevron, parce que c'est des éléments d'une taille similaire à un chevron. Un chevron est un élément en bois qui a une taille entre 4-5 cm jusqu'à 7-8 de section maximum. Et donc, c'est des éléments de cette taille-là que Zumthor et Kengo Kuma utilisent. Et ils utilisent que eux. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'entrée, la contrefiche, la panne, qui sont des éléments à section peut-être plus forte. Et donc, on passe d'une conception hiérarchique à une conception plus égalitaire où chaque élément a le même statut. Alors, qu'est-ce qui fait Peter Zumthor? Alors, Peter Zumthor, il est fidèle à lui-même et avec son pavillon, le pavillon de Suisse à l'expo de Hanovre, ce qu'il cherche, c'est à mettre à jour l'essence même d'un matériau, libre de toute signification héritée d'une culture. Voilà, ça c'est une citation de son livre Penser l'architecture. Je pense qu'ici, il s'applique vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il cherche à travailler le bois d'une manière dissociée de celle de la construction ou des traditions constructives qu'on connaît. Parce qu'en fait, signification héritée d'une culture et signification héritée d'une technique. Et donc, il cherche aussi à
créer une atmosphère particulière avec le bois, à nous le faire découvrir autrement et à nous envelopper avec ce bois. Donc, je ne vais pas détailler les 9 points de la magie du réel qu'il explicite dans sa conférence qu'il a donnée au Wetschdorf-Asland en 2003. Mais vous voyez bien que The Body of Architecture, la présence matérielle dans l'architecture, elle est ici très, très importante. La compatibilité matérielle aussi. Et puis qu'avec ce continuum air-bois, parce qu'il écarte les différents chevrons en bois pour laisser passer l'air, participe à une création d'une ambiance sonore très particulière. La température, elle est fluide, elle contamine les différents lieux de ce pavillon. Qui est un pavillon extérieur, et puis aussi évidemment la lumière qui est tamisée et qui peut passer d'un côté à l'autre. Donc il travaille vraiment toutes ces notions-là, y compris la tension entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que Zumthor nous dit que la création d'un bâtiment est particulière parce que tout d'un coup, on est à l'intérieur d'un bâtiment et le monde extérieur est ailleurs. Donc, il trouve cela très étrange. Donc, il se débrouille dans ce pavillon qu'on ne soit jamais ni vraiment à l'intérieur, ni vraiment à l'extérieur. Alors, je disais que la mise en œuvre était à l'origine souvent du projet en architecture. Je pense que vraiment c'est le cas pour Zumthor, c'est-à-dire qu'il a pensé qu'il allait mettre en place un système constructif, c'est-à-dire ce mur, et c'est après qu'il a imaginé le disposition en plan de ce bâtiment. Alors, comment il le fait? Il imagine qu'il va amener le visiteur entre deux pans de matière, entre deux éléments de mur qui constituent cette atmosphère. Et donc, il ne souhaite pas créer des pièces d'une manière classique. C'est-à-dire que quand il souhaite nous proposer un espace plus large, il va intersecter un vide, un rectangle vide avec toute une série de parois, comme vous voyez dans ce schéma-là, pour qu'une pièce se détache. Et donc, quand on est dans cette pièce, ce n'est pas une pièce, dans cet espace, on fait face aux parois longitudinales qui sont, elles, continues, et on fait face aussi aux tranches de cette paroi, de manière que l'unité paroi, elle est vraiment mise en valeur. Il permet aussi la création d'un autre type d'espace, c'est celui qui s'opère par le glissement entre des blocs de parois qui sont orthogonales. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans un extrême respect de cette paroi, une mise en valeur de cette lame, de manière qu'elles ne sont jamais intersectées, elles ne se touchent pas. Le visiteur ne les traverse pas par le biais d'une porte, on s'approche toujours de côté, de biais, on peut passer entre, mais c'est vraiment la mise en valeur de ce matériau et cette pensée constructive qui est à l'origine de la pensée spatiale de ce projet. Alors, cette paroi aussi magique et aussi importante pour lui, comment elle est constituée? Eh bien, elle est constituée de 2 séries de chevrons de 2 côtés de la paroi, avec des écarteurs perpendiculaires d'une taille plus fine, ce que vous voyez ici, et aussi sur ces photos d'une maquette, qui n'est pas le vrai projet, mais une maquette qui explique le fonctionnement, mais est constituée aussi d'éléments de tiges métalliques qui permettent de résister aux efforts horizontaux. C'est-à-dire que Zumthor, pour se détacher de cette culture constructive, il ne veut pas ni de clous, ni de boulons, ni de colle. Il veut aucun autre élément d'assemblage que des éléments qui sont posés. Et donc, l'empilement permet de fonctionner à la compression, mais la fonction latérale ou la traction qui pourrait découler d'un moment fléchissant n'est jamais reprise. Et donc, c'est ces tiges métalliques qui, lorsqu'on va venir essayer de détourner dans un sens, vont se mettre en opposition par traction. Donc, Zumthor, il nous montre tout cela. Ça fait partie de son parti pris, c'est-à-dire qu'on va voir le bois, on va voir les écarteurs, on va voir les tiges métalliques. Et donc, ces écarteurs aussi sont beaucoup plus présents dans la partie basse, aux alentours du câble, parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'efforts et donc ils sont le plus nécessaires. Et c'est comme ça qu'il constitue un ensemble bien pensé qui nous retransmet une ambiance particulière. Kengo Kuma, il travaille d'une toute autre manière, c'est-à-dire qu'il est dans une logique beaucoup plus asiatique, beaucoup plus proliférante, beaucoup plus naturelle ou pseudo-naturelle, dans une ambiance particulière. Et donc, je pense que ce travail
se rapproche aussi des travaux d'empilement de Tadashi Kawamata, dans lequel il y a une sorte d'ordre-désordre qui s'opère dans le regard et dans la perception de l'espace. D'ailleurs, donc, la perception de l'espace pour Kengo Kuma est liée à cette nature proliférante. On le voit très bien dans la coupe et dans le plan. L'espace n'est pas déterminé par des plans, mais est déterminé par cette prolifération qui se termine d'une manière non finie, assez naturelle. Et donc, en voyant des photos de l'espace, on pourrait se poser la question si on est face à une architecture ou à une installation artistique, parce que c'est cette expérience d'un espace qui se dilate d'une manière étrange, qui veut nous faire expérimenter. Alors, la plasticité de cet espace est très liée à l'apparition des pics, c'est-à-dire des pointes de ces chevrons qui font 6 par 6, parce qu'en fait, dans la tradition constructive, on n'a jamais affaire avec des pointes de chevrons qui dépassent. Le bois, il est toujours inséré dans des panneaux ou dans des logiques d'empilement. Et donc, on est toujours dans des lectures qui ferment et qui terminent la construction, alors que là, on est dans une construction ouverte. Et Kuma, il dit qu'il a trouvé l'inspiration dans le jeu traditionnel japonais du shidori, qui est un assemblage qui, par moisage d'éléments en bois, on les superpose, on pivote, et c'est en pivotant qu'on arrive à fixer cette articulation-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que il nous permet de garder les pointes, donc c'est vraiment ce qui est caractéristique du projet, mais il n'y a pas que ça. On pourrait avoir l'impression qu'il n'y a que ça. D'ailleurs, c'est la seule photo que j'ai trouvée sur Internet où on arrive à voir le vitrage, parce que Kengo Kuma ne veut pas nous laisser voir ce vitrage. Il voudrait qu'on ne comprenne pas ce qui se passe. Et donc, quand on regarde, on se rend compte qu'en fait, il a besoin de l'assemblage Shidori, qui met en œuvre sans doute, mais un Shidori qui s'emboîte avec un autre Shidori dans tous les 6 dimensions de l'espace, enfin 3 dans un sens et 3 dans l'autre, on n'arriverait pas à pouvoir tourner et pivoter pour le fixer. Donc, il est obligé d'assembler des morceaux d'assemblage Shidori par des tiges métalliques qu'on peut voir dans ces schémas en bas à droite et qu'on voit dans la photo qui sont cachés par des caches. Hein. Donc, on a des assemblages métalliques, ils existent, mais ils sont cachés par des caches. On a aussi un vitrage qu'on a mis bien en retrait pour qu'on le perçoive à peine. Et il est bien là. Et ce sont les mêmes éléments de cette résille spatiale qui sont aussi menuiseries pour ce vitrage. On le voit ici sur cette photo que Jun Sato, ingénieur de projet, a eu l'amitié de me transmettre. Et donc, ces éléments sont à la fois menuiserie et support du joint d'étanchéité et du vitrage. Ce qui fait qu'en fait, cette résille proliférante est à la fois structurelle, parce qu'elle tient non pas les planchers qui sont tenus par une ossature béton, mais elle tient la toiture, elle tient le poids du vitrage et elle tient aussi les efforts horizontaux. Et ils sont aussi des éléments de menuiserie. Alors, pour arriver à faire tout cela avec des éléments bois qui font que 6 cm d'épaisseur, Kengo Kuma mobilise les travaux de Jun Sato, qui fait des recherches sur la portance d'éléments à géométrie compliquée avec des éléments extrêmement minces, que ce soit des baguettes ou soit des coques. Hein. Jun Sato s'intéresse vraiment à la résistance des éléments faibles. Donc, il travaille évidemment sur la résistance d'ensemble et pour éviter le flambement, il va mobiliser le blocage horizontal des efforts. Donc, on a besoin de tester la rigidité des assemblages et on a besoin aussi d'arriver à une sorte de forme résistante qu'il opère par des opérations aléatoires booléennes qui permettent de générer des formes qu'il va venir tester. Donc, on est dans une sorte d'optimisation topologique qui n'est pas celle associée à une logique perceptible, parce qu'avec Kengo Kuma, il cherche volontairement à se rapprocher de formes naturelles, et donc des formes qui semblent aléatoires. Et donc, il y a une sorte d'aller-retour qui s'installe entre la première intention formelle volumique de Kuma et le travail sur ce qui est possible de faire avec cette géométrie structurelle. Ces images ne sont pas celles de ce projet, sont celles d'un autre projet que j'aimerais commenter à un autre moment parce que
sinon on risque de déraper dans le temps, mais le principe est le même. Voilà, en conclusion, donc pour ces deux projets, on est vraiment dans quelque chose de très unitaire, un seul dispositif, différentes fonctions. C'est le même élément qui porte, qui fait menuiserie, qui fait support d'étanchéité. Et puis à droite, un seul dispositif pour chaque fonction. Un élément qui est comprimé, un élément qui est en traction le câble, les éléments en U qui viennent tenir l'eau de la pluie, mais qui sont conçus d'une manière globale pour épouser d'une manière élégante une pensée constructive d'ensemble. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que là où Kengo Kuma veut cacher ce qu'il fait, Peter Zumthor, il est dans une logique de montrer. Hein, son projet nous montre tout ce qui se passe. Hein. Et donc là où chez Kuma, on est dans une pensée constructive, géométrique, pardon, chez Zumthor, on est dans une pensée constructive. Et son projet cherche à se détacher de la signification héritée d'une culture constructive traditionnelle en bois, certes, mais se rattache point par point à une pensée constructive spécifique, inédite, qu'il a créée pour ce projet en particulier, évidemment avec l'ingénieur du projet, Georges Conzet. Voilà, pour terminer sur ces deux projets, Kuma, il est dans un désordre fin, hein, dans une notion d'instabilité naturelle, alors que Zumthor, il cherche à nous transmettre la force de l'ordre constructif. Voilà ce qu'on peut dire de ces deux projets qui détournent le chevron en bois, on va dire. Pour terminer, je pense que cette idée, cette logique de détourner le matériau, de le travailler, pas le matériau, l'unité constructive, de le faire fonctionner d'une autre manière à laquelle on est habitué, et une habitude et une habilité et une manière de penser les choses qui devient de plus en plus indispensable. Elle va être vraiment nécessaire pour faire face à l'urgence écologique. Pourquoi? Parce que dans cette urgence écologique, en premier lieu, on va reprendre des matériaux biosourcés ou de la terre, qui n'est pas biosourcée, mais bien plus écologique que des matériaux qui mobilisent beaucoup d'énergie fossile. Et donc, ces matériaux, on n'a pas beaucoup travaillé avec eux au long du XXe. Donc, reste très attaché à une mise en œuvre et un vocabulaire d'architecture vernaculaire. Donc, en les reprenant, il va falloir qu'on réfléchisse à quelle lecture leur donner. Est-ce qu'on reste sur cette lecture vernaculaire ou est-ce qu'on essaie de les faire évoluer? Donc, cette logique de détournement me paraît indispensable pour travailler tout cela. En deuxième lieu, toujours lié à cette urgence écologique, on est dans des logiques d'enveloppement de plus en plus affirmées, c'est-à-dire que très souvent, on est dans une logique d'isolation par l'extérieur, les pays à climat tempéré, ce qui fait que le matériau de façade qu'on va voir dans la rue, il n'est plus associé à l'ossature parce qu'entre les deux, il y a l'isolation. Et donc, cette façade, elle peine à trouver une nouvelle signification. Donc, des explorations sur le matériau, sur le sens qu'on peut donner au matériau et cette expressivité matérielle me semble intéressante et importante pour développer une nouvelle logique de la composition des façades, de la pensée de l'architecture détachée des codes qui ont gouverné le XXe siècle. Et puis en dernier, on en a parlé dans le colloque, le sujet de la réutilisation et le réemploi en fait demande d'inclure une logique de détournement et de pensée un peu latérale ou biaise. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une logique de mobiliser des produits industriels, on peut faire appel à un très grand nombre de catalogues ou un très grand nombre de systèmes et de produits. Lorsqu'on a vocation à réemployer, les gisements sont ceux qu'ils sont à un moment T. C'est-à-dire que on pourra seulement utiliser ce qui a été démonté quelques mois avant la réalisation de notre projet, ou ce qui est facile à retrouver, mais on n'aura pas un choix infini. Et donc, si on veut faire quelque chose de ces matériaux qui ne soit juste les repositionner dans le même usage, c'est-à-dire une porte, la faire devenir une porte dans notre projet, si on veut que cette porte puisse devenir autre chose, si on ne veut pas être enfermé dans la logique canonique
associé à cette porte, eh ben, on va être obligé d'intégrer ces logiques de détournement ou de pensée latérale. Et donc, il me semble que ces capacités sont importantes à développer parce que ce n'est pas du tout le mode de pensée de projet habituel en école d'architecture. Et donc, dans l'enseignement que je propose à l'ENSA Paris-Val de Seine depuis 2018, on demande à nos étudiants de détourner une unité constructive. Et donc, ils le font à partir de tâtonnements d'abord sur les propriétés matérielles, parce qu'on a affaire à un matériau, donc on le touche, on essaye de le transformer, on le titille pour voir quelles sont les limites. Et après, on met en place des dispositifs pour le voir autrement, le mettre en place autrement, le transformer, l'abîmer, etc. Donc, je pense que vraiment, cette pensée sur le détournement est quelque chose d'important pour la suite. Et va nous être très nécessaire dans les années à venir. Voilà, merci de votre attention et je suis disponible pour les questions. Au revoir.